Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans On se dit tout sur Média TV. On se dit tout aujourd'hui sur le postpartum. C'est toute cette période qui suit l'accouchement. Alors après l'accouchement, justement, un suivi est important, tant du point de vue physique que psychologique. On verra pourquoi et comment avec différentes spécialistes. A tout de suite pour les détails. Donc le postpartum, les suites de couches, après l'accouchement, différentes appellations justement pour annoncer ce qui se passe après, on va dire, la sortie du bébé du ventre de sa maman. Je suis sur le plateau avec différentes spécialistes et nous serons tout à l'heure avec une autre professionnelle de la question pour justement bien vivre sereinement cette période d'après-accouchement. Je suis sur le plateau avec vous, Madame Mehdi. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes spécialiste de l'allaitement. Oui. À vos côtés, docteur Houda Fasla. Bonjour, docteur. Bonjour, vous êtes gynécologue. Effectivement. Et tout à l'heure, nous serons avec Shaima Eslama, qui est également kinésithérapeute et spécialiste justement notamment dans l'accompagnement des mamans après l'accouchement. Alors, d'abord, on va définir ce qu'on appelle le postpartum. C'est, on va dire, l'appellation scientifique, médicale de l'après-accouchement. Le postpartum est défini par l'OMS comme la période qui suit l'accouchement jusqu'au 42e jour après l'accouchement. Pour faire simple, c'est la période où cette femme qui est passée par le marathon de la grossesse et l'épreuve de l'accouchement, où elle va retrouver son état physiologique, qu'il soit physique, psychique ou émotionnel. Donc un peu un retour à la normale, à ce qu'elle était avant la grossesse. Ok, 42 jours, ça aussi c'est, on va dire... c'est un peu court. C'est un peu court, c'est vrai. C'est un peu court. Honnêtement, c'est un peu plus long. Hein. On va se le cacher, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a des choses qui peuvent mettre jusqu'à une année pour se remettre en place. Et c'est une période assez critique qu'il ne faut pas sous-estimer. La mère est accaparée par son enfant et s'oublie très souvent. Et donc, c'est à nous, professionnels, de la surveiller, de la guider, de l'entourer pendant cette période. Parce que justement, on a l'impression qu'après l'accouchement, ça y est, le bébé est sorti, cette femme est capable de tout reprendre très vite en main et elle a beaucoup de choses à prendre en main, justement. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et il y a une chose qui est très, très importante, c'est l'allaitement. L'allaitement, c'est quelque chose qui doit se mettre en place directement après l'accouchement. C'est bien ça, Mme Hedioui? Tout à fait. Alors, pour reparler de l'OMS, l'OMS préconise une mise au sein dans l'heure qui suit la naissance, que ce soit un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne. Donc, idéalement, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce bébé soit mis au sein dès la sortie, en fait, au bloc ou en salle d'accouchement immédiatement pour que cette lactation commence à se mettre en place directement. C'est ça. Et en fait, on va dire directement après l'accouchement, cette maman qui a vécu ces 9 mois, cette gestation, ensuite cette période, enfin ce moment d'accouchement qui peut durer des heures, sans vouloir faire peur aux futures mamans, doit réussir son allaitement. Et ça, c'est un challenge aussi, très très vite, juste après l'expulsion. Tout à fait. Alors, c'est un challenge. C'est vrai que c'est très naturel, mais très souvent, on a un peu de pression. Je veux réussir mon allaitement, j'ai peur de ne pas y arriver. Est-ce que j'aurai du lait, pas assez de lait, etc. Je pense qu'il faut juste suivre un peu la nature. Si ce bébé est mis au sein tout de suite après la naissance, et vraiment la majorité des bébés ont cet instinct naturel, ils se dirigent eux-mêmes vers le sein, on va dire que ça va faciliter cet allaitement, puisque tout de suite, le bébé prendra le colostrum qui est là et qui est prêt depuis environ la 23e semaine de grossesse. Donc, on ne se pose pas vraiment cette question, est-ce que j'ai du colostrum ou pas? Il est là. Ensuite, le fait que le bébé tète aussi rapidement, toutes les hormones s'agitent et se mettent en place pour provoquer cette montée de lait le plus tôt possible. Et si on respecte justement le rythme de bébé et qu'on l'allaite à la demande, ça se passe correctement. Alors vous dites, oui pardon, en docteur. fait, cette première tétée, c'est une tétée d'accueil. Et c'est la base en fait de la mise en place de la relation entre le bébé et sa maman. Donc les mamans, elles pensent beaucoup allaitement, il faut que je le nourrisse, etc. Mais il faut penser que c'est une grosse part d'émotion et que c'est très important pour la suite. C'est-à-dire que si cette première phase se passe bien, elle vivra mieux le retour à la maison, sa relation avec son enfant, etc. Donc c'est très important. C'est très important, mais ça met encore plus de pression sur cette maman.
Alors, Madame Hediwi, vous disiez il y a quelques instants, c'est naturel. C'est vrai que c'est naturel. L'allaitement maternel, on va dire, c'est la chose la plus naturelle dans cette histoire de la maternité. Mais ce n'est pas facile, ça pose beaucoup de problèmes. Tout à fait. Pourquoi? Alors, Est-ce que ça pose problème à cette nouvelle génération de jeunes femmes ou ça a toujours été problématique? Je pense que cette nouvelle génération n'a pas été impliquée, peut-être, par l'allaitement, on va dire, de cousines, de tantes, de leur maman, etc. C'est une génération qui fait des études, qui peut-être est allée à l'étranger, etc., qui était isolée de ce cercle familial, ce qui fait que quand elle a son enfant, c'est peut-être le premier enfant qu'elle prend dans ses bras, c'est peut-être la première fois qu'elle voit un bébé au sein, etc. Donc c'est pour ça que ça rend les choses un petit peu difficiles. Mais si ce bébé est mis au sein immédiatement après la naissance, au lieu de lui donner un biberon, par exemple, ça facilite les choses tout simplement parce que tout ce qu'il aura connu, c'est justement cette mise au sein. Quand on commence par lui donner un biberon, on commence un petit peu à mettre les bâtons dans les roues, puisque déjà ce bébé aura appris, entre guillemets, la facilité. Donc ça très vite. Très vite. Et ça complique un petit peu plus les choses. Mais c'est vrai que pour cette première mise au sein, cette tétée d'accueil, il faut que la maman soit accompagnée, qu'on lui montre la bonne position pour éviter qu'elle ait mal, etc. On peut montrer la bonne position. Oui. Nous avons notre bébé de substitution qui ici. est là, effectivement, tout à fait. Alors la bonne position, il faut dans un premier temps que le bébé soit mis sur le côté, c'est-à-dire ventre, contre le ventre de la maman. D'accord. Et il doit être vraiment le plus proche possible, parce que plus le bébé va être loin, plus il va devoir s'étirer pour prendre le sein, et c'est difficile. Donc son petit bras peut passer derrière, sa tête va reposer au niveau du pli du coude, et voilà. Donc on a un bébé qui est vraiment très proche de sa maman, très proche du sein, ce qui va faciliter la mise au sein. Ensuite, on viendra avec le mamelon de la maman stimuler le nez du bébé, et il aura un réflexe de mettre sa tête légèrement en arrière et d'ouvrir grand la bouche et d'attraper non seulement le mamelon, mais aussi toute l'aréole. Ce qui fait que c'est une mise au sein qui est indolore et qui est agréable aussi bien pour la maman que pour le bébé. Ok. Alors, votre spécialité, Madame Hediwi, reste quand même récente au Maroc. En tant que spécialiste de l'allaitement maternel, votre présence auprès des mamans, votre présence dans certains établissements de santé, ça reste très rare. Avant, et peut-être toujours, parce que vous restez un profil, on va dire, relativement récent et rare au Maroc, vous n'êtes pas nombreux à avoir cette spécialité. Est-ce que c'est le rôle aussi du gynécologue d'accompagner la maman dans cet allaitement réussi? Ben oui, c'est le rôle du gynécologue, le rôle des sages-femmes aussi, qui sont formées pour ça, des nurses aussi qui sont au niveau des structures. L'allaitement, on en discute déjà à la fin de la grossesse. On commence déjà à se préparer, à se dire est-ce que je veux allaiter ou pas. Il y a des gens qui peut-être ne le souhaitent pas, mais on leur explique les avantages de cet allaitement, qui ont juste peur, en fait, juste l'angoisse de ne pas pouvoir réussir. Quand on accouche une dame, ça fait partie de notre quotidien, d'aller la voir le lendemain. On a suivi ce bébé automatiquement, même si on n'est pas pédiatre, on va voir comment il va, s'il tète bien, s'il a des bons réflexes, comment ça se passe, la relation entre les deux. Et bien sûr qu'on peut apporter notre aide justement par rapport aux positions et expliquer un peu... répondre à toutes les interrogations. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le colostrum? Est-ce qu'il va assez manger? Est-ce que c'est suffisant? J'ai l'impression qu'il ne mange pas assez. J'ai l'impression qu'il est fatigué, qu'il n'arrive pas à téter. On vous pose ce genre de questions, docteur? Oui, on nous explique ça. Ouais. Oui. Alors, souvent, c'est des questions, mais j'ai l'impression que, que mon sein n'est pas adapté, qu'il ne va pas pouvoir, que mon sein est trop gros par rapport au bébé. La question aussi qui vient souvent, c'est que j'ai peur de l'étouffer. Oui. Alors, le fait de leur expliquer que les narines du bébé, elles sont un peu faites pour ça, qu'il respire correctement, qu'il faut juste lui ouvrir correctement la bouche, que le mamelon doit être pris en entier, pas seulement le bout de sein, ça aide beaucoup, ça rassure. Ça rassure les mamans. Et en fait, le souci qui se passe, quand je vois en postpartum, le souci par rapport à l'allaitement, c'est souvent vers 3-4 semaines après la sortie de la structure hospitalière ou de santé. Et ça correspond en fait à un peu une baisse de la lactation qui est physiologique. Et on a l'impression que notre bébé il tète tout le temps, et on ne comprend pas. Ça peut correspondre en plus à un pic de croissance de l'enfant. Et on a l'impression qu'on est en train de rater, que notre enfant ne mange pas assez. Non, votre bébé va bien. Un bébé qui mange, qui s'exprime, qui bouge, qui tète est un bébé qui va bien. On a cette hantise d'un bébé qui va être affamé et qu'on ne va pas pouvoir bien nourrir. Exactement. Alors, c'est bien parce que vous nous dites, après l'accouchement, eh bien, le gynécologue reste
proche de sa patiente, parce que le gynécologue n'est pas uniquement là pour suivre ces 9 mois de grossesse, pour accueillir le bébé, mais c'est aussi le suivi de cette femme après son accouchement. Quels sont les éléments qui sont à surveiller, docteur, après l'accouchement par le gynécologue? Alors, ça, c'est le principe de la consultation du postpartum qui se fait entre 6 et 8 semaines. Cette consultation, elle a plusieurs objectifs. On doit s'enquérir de la santé physique, certes, mais aussi mentale, et voir un peu, estimer cette relation mère-enfant, pour voir un peu si tout se passe bien, à la recherche justement d'éventuelles complications du postpartum. C'est aussi... Qui pourrait être quoi, notamment? Qui serait notamment un baby blues qui se prolonge et qui devient une dépression du postpartum. On pense aussi par rapport aux patientes qui ont eu une maladie gravidique à type de diabète gestationnel ou de prééclampsie ou d'hypertension artérielle ou qui avaient même une maladie avant cette grossesse, voir un peu si les choses s'équilibrent progressivement. On regarde l'état de l'abdomen, du périnée, on évalue le retour de l'utérus à sa taille normale, la cicatrisation d'une épisio, d'une déchirure ou d'une césarienne, on prend une tension artérielle, on voit le poids et on pose beaucoup de questions. Comment vous vivez votre postpartum? Est-ce que vous arrivez à vous reposer? Est-ce que vous êtes aidé? Est-ce que vous aimez votre bébé? Parce qu'on a peur des fois de le dire, qu'on ne ressent rien finalement pour cet enfant. Ça ne choque pas vos patientes lorsque vous leur posez cette question? Ça les soulage. Oui? Oui, ça les soulage parce que pour tout le monde, on est censé être heureux et on est censé aimer notre enfant et c'est malheureusement pas toujours le cas. Et ça met du temps à s'installer parfois. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe de culpabilité. Je suis censée aimer mon enfant, je l'ai porté et je l'ai aimé. Je dois l'aimer. C'est un enfant qu'on a fantasmé, qu'on a idéalisé et on nous a toujours dit oui, une fois que tu vas voir ton bébé, tu vas tout oublier. Tu vas tout oublier, tu vas l'aimer et malheureusement c'est pas toujours le cas. Ça ne veut pas dire que c'est pathologique forcément. Pas du tout, pas du tout. Les choses s'installent progressivement et c'est tout. On vous en parle aussi à vous, Mme Hadioui, de ce point-là? Très souvent. Et les femmes que je vois en postpartum pour des consultations qui sont liées à l'allaitement ne sont pas forcément liées à l'allaitement en fait. Et ça m'est arrivé très récemment et ce sont des femmes qui arrivent et qui se mettent à pleurer. Elles me disent mais cet enfant, je n'ai pas envie de m'en occuper. Cet enfant, je crois que je ne l'aime pas. Et j'ai peur de le dire. Forcément, on ne peut pas dire ce genre de choses à l'entourage. Donc, on s'exprime plus facilement de ce genre de choses à des médecins, des professionnels de santé. Et en fait, cette maman, elle a juste envie d'entendre « c'est pas grave ». Et tout de suite, c'est là qu'elle commence à pleurer. En général, elle vous remercie, elle vous dit merci. Et elle repart en aimant son bébé en général. C'est juste qu'elle avait besoin d'entendre que c'est pas grave, c'est normal, ça arrive. Qu'elle était normale. Tout simplement. Elle est surtout capable. Il faut rassurer les mamans qu'on est capable. Notre bébé ne vient pas avec un mode d'emploi. C'est quelque chose qui s'apprend progressivement. Il faut demander de l'aide, il faut être accompagné, il faut être entouré. On n'a pas des super pouvoirs. Il n'y a pas de manuel. Il n'y a pas de manuel et c'est au jour le jour. Alors, on va revenir sur ce point de baby blues avec vous, Mme Hadioui. On sera également avec Chema Eslama, qui est kiné. Docteur Houda Fasla, nos équipes sont venues dans votre cabinet pour voir comment se passait cette consultation, cette première consultation après un accouchement. On va passer tout de suite le reportage qui a été réalisé chez vous. Et puis, on va vous libérer pour vous retrouver dans quelques instants pour parler de contraception, parce que ça aussi, c'est un élément très important de l'après-accouchement. À tout de suite. Donc, on regarde le reportage. La consultation du postpartum est une consultation qui est obligatoire. Elle se fait entre 6 et 8 semaines après l'accouchement. Elle va clôturer en fait le suivi de grossesse. Elle a plusieurs objectifs, notamment s'assurer du retour physiologique des suites de couches. On a une partie interrogatoire où on s'attarde sur la santé psychique de la patiente et la partie examen physique. C'est mon premier accouchement. Au début, j'ai trouvé quelques difficultés. Vous savez, l'allaitement, c'est pas évident à comprendre. Grâce au conseil de mon médecin, j'ai pu dépasser tous ces soucis. Elle m'a donné des conseils par rapport à mon nutrition, par rapport à la position pour allaiter. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis là pour mon consultation post-accouchement.
Allez, on revient donc sur le plateau. On retrouvera Dr Houda Fasla dans quelques instants pour parler de la contraception. Et puis, vous êtes avec nous, Shaima Eslama, kinésithérapeute. Bonjour Yasmine. Tout va bien? Ça va très bien, merci. J'ai du mal avec kinésithérapeute. À vos côtés, Mme Hadioui, bien sûr spécialiste de l'allaitement. Et on va continuer cette discussion du postpartum avec vous deux. Alors, donc on a vu le reportage sur la consultation, première consultation après l'accouchement, cabinet, contrôle d'utérus. Docteur Fasla parlait aussi de contraception. La patiente, la jeune maman, parlait également de l'allaitement. C'est vraiment le point clé. Oui. Mais il y a aussi ce corps qui a été, allez, on va dire pas malmené, mais qui a bien travaillé pendant 9 mois quand même. Ouais. Et le bassin s'est distendu, mais pas seulement. Il n'y a pas que le bassin qui bouge, hein. Alors, il y a plusieurs choses qui bougent, Yasmine. Donc, il y a le bassin qui va bien sûr se modifier, le bébé passer par la filière du bassin, donc le périnée s'est étiré, parfois jusqu'à dépasser sa résistance maximale. Donc, on a des fois des épisio ou des déchirures. L'abdomen n'est pas complètement remis en place. D'accord, il y a eu un diastasis des grands droits, donc il faut que ça se remette tout doucement en place. Il y a plusieurs choses qui ont changé, donc c'est pour ça que nous, en tant que rééducateurs, on va rééduquer la patiente pour qu'elle puisse retrouver sa santé physique. Donc, vous intervenez à partir de quand? On intervient 6 semaines à 8 semaines après un accouchement. D'accord. Donc 6 semaines après un accouchement par voie basse, 8 semaines après une césarienne. Maintenant, les jeunes mamans ne viennent pas après ce délai. C'est vrai. Elles viennent généralement au bout de 3-4 mois, car comme on a dit tout à l'heure, le postpartum, ce n'est pas seulement 40 jours, ça dure beaucoup plus longtemps. Il y a toute une organisation. Il faut d'abord récupérer physiquement, il faut récupérer aussi mentalement, socialement. Il y a plusieurs choses en fait à remettre, à mettre en place avec un bébé. Exactement. Et ça, c'est très important, moralement, physiquement, socialement. Exactement. Alors, idéalement pour vous, c'est de recevoir ces jeunes mamans 6 semaines après l'accouchement. Mais si elles arrivent plus tard, c'est pas grave? C'est pas très grave. C'est pas très grave. Vraiment, c'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'elles puissent vraiment trouver leur organisation et qu'elles soient bien. Parce que quand j'ai des mamans qui viennent tôt, parce qu'elles se mettent la pression, bien sûr. Une jeune maman se met toujours la pression, que ce soit pour l'allaitement, pour la rééducation. Tout réussir. Voilà, elle veut tout réussir. Être parfaite. Donc, lorsqu'elles viennent 6 semaines après un accouchement, on la voit qu'elle n'est pas du tout organisée. Elle pense à son bébé, qu'elle a laissé avec une nounou qu'elle connaît à peine, par exemple. On la voit pas du tout engagée dans cette rééducation. Et pour moi, c'est très important qu'on soit vraiment engagé dans cette rééducation, vraiment qu'elle s'engage avec moi pour faire ces exercices à la maison et au cabinet. Alors, cette rééducation, pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante? Alors que, on va dire, la grossesse, l'accouchement, c'est un acte naturel. Pourquoi il faut l'intervention d'un spécialiste pour remettre les choses à leur place? Alors, après 40 jours, c'est vrai qu'on a le périnée qui va un petit peu se remettre en place, l'utérus qui va se rétracter, retrouver sa place, mais il y a encore quand même une petite faiblesse musculaire. Et on a constaté qu'après un premier accouchement, deuxième, troisième, les femmes pouvaient avoir des fuites urinaires, des descentes d'organes. Et c'est très, très handicapant dans la vie d'une femme d'avoir ce genre de petits problèmes. C'est vrai que... Ça peut être grave aussi. Voilà, exactement. Ça peut vraiment retentir sur leur vie sociale. Tout à fait. Et donc, nous, on va les prendre vraiment de manière préventive. Dès le premier accouchement, venez faire votre rééducation du périnée pour éviter tous ces problèmes. Parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas de problème après un premier bébé, mais c'est très très important de le faire pour éviter par la suite ces petits bobos. Voilà. Exactement. Ouais. Alors, il faut compter en moyenne combien de mois pour que les choses reviennent à leur place, pour que le périnée l'utérus revienne à sa place, pour que l'abdomen retrouve son positionnement normal aussi? Alors l'utérus, c'est 6 semaines pour qu'il puisse retrouver sa place dans le petit bassin. L'abdomen, alors c'est vrai que durant les 40 premiers jours, et c'est vrai que j'ai oublié de le citer avant, il faut que la maman se repose. D'accord, qu'elle ne soit pas tout le temps debout, pas tout le temps en train de faire les courses. Elle doit déléguer un maximum dans les premiers 40 jours, parce que l'utérus est encore lourd, les grands droits sont écartés, et donc si elle est tout le temps debout, la pesanteur va agir sur ces structures. C'est pas bien. Et ça va, ça va provoquer des problèmes, et donc elle va moins bien récupérer. Dès que les 40 premiers jours... Pardon, vous interrompre, Shaima, on entend souvent, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui prennent au contraire un retour vers l'activité, le dynamisme des jeunes mamans, très très vite. Mais c'est très mauvais, hein. On devrait normalement vraiment prendre son temps, se reposer, s'adapter aux besoins du bébé,
manger, s'adapter à son repos aussi, essayer en tout cas au maximum. C'est presque une preuve de modernité aujourd'hui, ces femmes qui accouchent et qui sont sur pied très vite et qui reprennent leurs activités. Une semaine après la césarienne, la voiture. C'est ça. Voilà. C'est un très mauvais calcul. Elle va le sentir sur sa santé par la suite. Donc c'est très important de se reposer au début. Parce qu'elles vont sentir de toute façon, au début, l'utérus, vraiment, il est encore lourd. Quand elles sont debout, elles sentent qu'il y a une pesanteur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si elles continuent, elles s'ignorent et qu'elles continuent comme ça, comme le périnée ne soutient rien du tout, eh ben, c'est en fait un facteur qui peut provoquer justement des prolapsus. Donc c'est très important de se reposer. Et généralement, quand une femme est à l'écoute de son corps, 6 semaines, 8 semaines après son accouchement, on ne voit pas d'écart entre les grands droits. Okay. Ça s'est remis en place. Est-ce que justement, Mme Hadioui, c'est un point que les jeunes mamans vous rapportent aussi? Cette pression, un peu, de devoir tout réussir, y compris bien sûr l'allaitement, mais parce que vous arrivez en fait à parler de choses très intimes avec ces jeunes femmes, au point qu'elles peuvent aller, on va dire, un peu plus dans les confidences avec vous. Au point justement qu'on vous dise, écoutez, j'ai trop de pression sur les épaules, je dois tout réussir, tout reprendre en main très vite. Tout à fait. Cette pression, la maman, malheureusement, elle a de plusieurs aspects. Elle a envie de réussir l'allaitement. Elle a envie, si c'est son 2e ou 3e enfant, de continuer à s'occuper de ses aînés comme elle le faisait avant d'avoir ce bébé. Elle a envie d'assurer son rôle de mère, d'épouse, de femme, de tout en même temps, mais ce qui est bien évidemment impossible. Les bébés, les premiers temps, ne dorment pas beaucoup. Donc la maman non plus. Donc forcément, elle est très fatiguée et elle ne pourra pas assumer tous ses rôles comme elle le faisait avant. Il faut vraiment qu'elle évite de se mettre la pression, que son entourage aussi, parce que c'est très important que l'entourage prenne en considération qu'elle vient de mettre au monde un enfant et qu'elle a besoin d'être reposée, qu'elle a besoin qu'on fasse des choses pour elle. Elle aussi doit déléguer, parce que aussi, souvent on a la maman qui ne veut pas déléguer, parce que c'est un peu comme... montrer une faiblesse finalement, je n'arrive pas à faire les courses, m'occuper de mon enfant, de faire ceci, de faire cela, mais c'est très important de déléguer. Je pense que sa priorité, comme disait Shaima, c'est vraiment qu'elle se repose elle et qu'elle s'occupe de ce bébé qui vient d'arriver, et un petit peu, je sais que c'est difficile de calquer son rythme sur le rythme du bébé, jusqu'au moins ce premier mois ou ces premiers 40 jours pour qu'elle puisse après être récupérée et retourner à la normale plus vite. Je crois que les jeunes mamans d'aujourd'hui ont besoin d'entendre ça. Reposez-vous, calmez les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, ne serait-ce qu'à travers les médias, tous ces people qui reprennent leur ligne une semaine après, qui sont déjà sur des talons aiguilles. Et que, voilà, mais ça ne peut pas être vrai quand même. Non, c'est quoi? C'est un mythe, c'est pour nous faire culpabiliser encore plus. C'est terrible. Non, c'est pas possible. C'est un facteur de baby blues? Oui. Parce que très souvent, c'est cette pression qu'elles ont. Forcément, si ça n'arrive pas la première semaine, ça arrive à la 2e ou la 3e. Et du coup, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas réussi. Enfin, elles ont l'impression, en tout cas, de ne pas avoir réussi. Et ce qui les plonge dans ce baby blues et de cette petite dépression postpartum qui peut des fois prendre du temps. Et c'est vraiment un vrai problème, hein, ce baby blues ou ce postpartum. C'est pas ce qu'on appelle un petit peu entre guillemets le chouche. C'est ça. C'est pas des caprices. Non, elle n'est pas des caprices. Elle est vraiment fatiguée. Elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et prendre soin d'elle, ça ne veut pas forcément lui dire tu ne dois pas sortir pendant 40 jours. Hein, justement, sortir, prendre l'air, balader son bébé en poussette ou en écharpe, c'est très important. Mais elle a vraiment besoin qu'on prenne soin d'elle. Ok. Alors, Shaima, justement, par rapport à cette pression que vivent les jeunes mamans, lorsqu'elles arrivent chez vous, en général, en tant que kiné, est-ce qu'elles arrivent pour prendre soin de leur périnée ou pour prendre soin de leur silhouette? Alors, on a 2 catégories. Il y en a qui comprennent un petit peu que la rééducation, c'est vraiment pour récupérer un petit peu la musculature qui a été sollicitée par rapport à l'accouchement. Et puis, il y en a d'autres qui comprennent autre chose, qui comprennent, voilà, je vais retrouver la ligne, je vais perdre les 10 kilos que j'ai pris. C'est ça. Et non, ce n'est pas possible. En fait, la rééducation du périnée et de l'abdomen et de la posture, c'est pour... retrouver en fait une certaine statique, une certaine force pour qu'elle puisse vraiment se sentir déjà un petit peu plus enfant, pour qu'elle puisse par la suite reprendre une activité sportive, une activité physique. Voilà. C'est en fait des petits exercices pour tout doucement
aller vers ça, vers le sport qu'elle faisait avant. Bien sûr, si elle fait de la course à pied depuis toujours, on va lui demander d'abord de freiner un peu, de ne pas faire de course à pied, parce que c'est encore trop... c'est assez traumatisant pour le périnée. Comme il a été fraîchement rééduqué, on préfère pas ce genre d'exercice, pardon. Donc, on va lui proposer tout ce qui est yoga, natation, tout ce qui est pilates, pour continuer à travailler la musculature qui soutient en fait sa posture et renforcement interne. Sa statique, voilà, exactement. C'est ce renforcement interne dont elles ont vraiment besoin. Parce qu'après l'accouchement, elles sont vraiment fragiles. On sent son corps en fait vidé après un accouchement. On sent que on tombe de l'intérieur. On donne tout pour le bébé, on fabrique un bébé. Un petit être vivant. Alors, on va marquer une courte pause, mesdames, et on revient. C'est une discussion que nous allons continuer pour nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. C'est très important d'engager les papas aussi, les conjoints dans cette aventure. Après l'accouchement, ce n'est pas fini. Si vous avez bien pris soin de vos épouses pendant ces 9 mois, continuez, elles en ont besoin, n'est-ce pas ? Tout à fait. Allez, on revient pour la suite de la discussion, sans oublier également le retour du docteur Houda Fasla sur le plateau pour parler de contraception. À tout de suite. Eh bien, si vous venez de nous rejoindre sur Médien TV, c'est On se dit tout qui continue. Après l'accouchement, ce n'est pas fini, 9 mois de gestation. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, après, il faut que cette maman prenne soin, bien sûr, de son bébé, mais il ne faut pas qu'elle s'oublie, parce que le postpartum est très important à vivre et à vivre sereinement. En tout cas, c'est ce qu'on espère vraiment pour ces jeunes mamans. Nous sommes sur le plateau avec 2 spécialistes, Cheima Eslama Kiné, Meriem Hadiwi, spécialiste de l'allaitement. Et tout à l'heure, nous retrouverons le docteur Houda Fasla, gynécologue, pour faire le point sur la contraception. On va revenir sur, on va dire, quelque chose qui est essentiel pour bien vivre ce postpartum. Au-delà de la fatigue physique, c'est bien sûr tout ce volet psychologique qui est important. On l'a évoqué tout à l'heure. Je souhaite qu'on revienne dessus parce que qu'est-ce qui fait, selon vous, Meriem Hadiwi, que certaines jeunes mamans basculent de ce baby blues léger, dû, on va dire, à des choses physiologiques, chute des hormones, à une vraie dépression postpartum ? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que très souvent, ce baby blues, c'est ce que j'ai constaté en tout cas, commence lorsque la maman n'a pas eu l'occasion de faire connaissance correctement avec son bébé pendant son séjour à la maternité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant son séjour, bien sûr, il y a beaucoup de visites. Et du coup, la maman n'a pas envie que le bébé soit en contact avec tant de monde, donc on va laisser le bébé en nurserie. Ce qui fait que ce bébé va passer 2-3 jours en nurserie. Elle va le voir peut-être 1 heure, 2 heures par jour quand il est changé, rassasié, qu'il est tout beau, tout va bien. Ce qui fait qu'après, quand elle rentre à la maison et qu'elle se retrouve à s'occuper de cet enfant 24 heures sur 24, quand il a faim, quand il a besoin d'être changé, quand il a peut-être mal au ventre, etc., elle se sent un petit peu démunie. Et tout de suite, ce qu'elle va se dire... Je ne suis pas capable de le faire. Il le faisait très bien pour moi à la maternité. Moi, je suis incapable de le faire. Je suis une mauvaise mère, etc. Donc, elle commence encore une fois à se mettre cette pression. Et on glisse tout doucement vers ce baby blues. Donc, déjà, dans un premier temps, j'aimerais encourager les mamans à vraiment garder leur bébé avec elles au maximum pendant leur séjour à la maternité pour faire connaissance avec cet enfant. Parce que certes, elle l'a porté pendant 9 mois, mais elle doit vraiment faire connaissance, que c'est un enfant qui va pleurer, qui a besoin de manger, que la mise au sein ne va pas être si facile que ça, etc. Donc déjà, en général, les mamans qui suivent ces conseils s'en sortent mieux, j'ai envie de dire, au retour à la maison. Ensuite, une fois que ce baby blues est là, si cette maman ne le prend pas en considération et qu'on va lui dire « mais non, ce sont des caprices, il faut pas, on a tous eu des enfants, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu pleures pour rien, etc. etc. » C'est-à-dire que c'est une maman qui n'est pas accompagnée, ça va s'aggraver parce que de plus en plus, elle va se dire « mais je suis vraiment pas normale, pas à la hauteur, une mauvaise mère, etc. etc. » Et du coup, elle sombre un petit peu dans cette dépression postnatale qui ne va aller qu'en s'aggravant puisqu'elle ne sera ni soutenue par son entourage proche, ni référée vers un professionnel qui va justement l'aider, l'écouter, l'accompagner et lui dire « c'est normal, ce sont des choses qui arrivent, ne t'inquiète pas, il faut que tu prennes soin de toi, de ton bébé. Peut-être que quelqu'un a besoin de prendre soin de ton bébé pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, le temps que ça aille mieux. Peut-être qu'elle aura besoin d'un traitement. » Ça peut aussi arriver, mais ça ne veut pas dire que ça fait d'elle une mauvaise mère ou une mère indigne ou incapable ou pas à la hauteur d'avoir cet enfant. Est-ce qu'on peut passer à côté de mères qui peuvent très très mal vivre le postpartum, l'après-accouchement, au point d'arriver à des drames? On entend des choses, bien sûr, des faits divers
dans le monde entier qui peuvent arriver après un accouchement. Mais est-ce que, en tant que professionnel de la santé, c'est important pour vous de ne pas passer à côté de ces mamans qui peuvent être vraiment en souffrance? Bien sûr, bien sûr. Il faut vraiment ne pas passer à côté. Moi, ça m'arrive pas très souvent, mais régulièrement, je vais dire, de référer justement ces jeunes mamans à des psychiatres, à des psychologues, etc. Parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Finalement, c'est vrai qu'elles se confient à moi dans le cadre d'une consultation allaitement. Non, tout à fait. Mais il faut savoir aussi passer la main quand ça ne fait pas partie de nos compétences. Et ça m'est arrivé très souvent, et une maman qui vraiment allait très très mal, et on a frôlé le drame. Donc c'est très important. C'est une maman qui a eu besoin d'un suivi psychiatrique, un traitement assez lourd, malheureusement. Et c'était intéressant quand elle est revenue vers moi quelques temps après en me disant voilà, je reviens vers toi, je sais que tu vas être déçue, mais je n'allaite pas mon bébé. Et bien sûr, je lui dis mais non, je suis heureuse que tu aies arrêté d'allaiter parce que moi, ce bébé, j'ai envie qu'il ait une maman épanouie et en bonne santé. Oui, bien sûr qu'allaiter son enfant, c'est très important et c'est la meilleure alimentation, mais j'ai envie de dire pas aux dépens de la maman, ni au prix de sa santé. Alors, c'est très bien que vous releviez ce point, parce que est-ce que ça ne contribue pas également à mettre trop de pression sur les épaules de la maman? L'allaitement maternel, c'est extraordinaire. On n'est pas là pour contredire les recherches scientifiques, le consensus international sur ce point-là. Mais l'allaitement exclusif, après 9 mois de grossesse, un accouchement, on sait dans quelles conditions se passent les allaitements. On sait que ce n'est pas toujours romantique et rose et agréable. On sait que parfois, malgré l'accompagnement des spécialistes, eh bien, on ne sait pas si le bébé a bien mangé, pas bien mangé. Parfois, la poitrine fait mal. On sait que c'est lourd quand même pour une maman. Et très souvent, ces jeunes femmes vous disent, écoutez, moi, j'aimerais bien trouver une solution alternative. Donner le biberon, mais on me dit, mon médecin me dit non, le pédiatre me dit non, ma mère me dit non, tout le monde me dit non, mon mari maintenant me dit non. Est-ce que ça ne contribue pas aussi à mettre trop de pression? Bien sûr. Je pense que tout ce qui est attrait au bébé et à la maman met la pression, puisqu'encore une fois, la maman doit être parfaite. Je vais juste citer un petit exemple. Hier, j'ai vu une maman qui m'a contactée depuis plusieurs jours pour avoir une consultation, puisqu'elle a un petit peu arrêté d'allaiter, puis elle voudrait reprendre. Et puis, à peine arrivée, elle s'est mise à pleurer et elle me dit « Je ne voulais pas venir, mais mon mari m'a dit « Tu dois y aller ». Et bien moi, je lui ai dit « Tu vas prendre ton bébé, tu vas repartir. Parce que si tu n'as pas envie d'allaiter, n'allaite pas. » L'histoire est très longue, mais c'est juste pour vous dire que cette pression est là et ça ne sert à rien. C'est une relactation qui ne marchera pas de toute façon. Et encore une fois, moi j'ai envie que cette maman soit épanouie et qu'elle prenne son bébé avec amour, avec le sourire. Donc il ne faut pas mettre la pression. Bien sûr, comme vous avez dit, l'allaitement, il n'y a rien de mieux, mais il faut aussi prendre tout le profil psychologique de la maman et le prendre en considération. Exactement, c'est très important. On revient chez vous, Sheima, en cabinet, justement, vous êtes kiné. On a parlé de l'importance de restructurer l'organisme de l'intérieur. Si on pouvait faire un point sur la rééducation du périnée, pourquoi c'est important? Alors, c'est important pour justement éviter tous les problèmes que j'ai cités tout à l'heure, donc tout ce qui est problème de fuite urinaire, tout ce qui est problème de prolapsus, donc de descente d'organes, donc la descente de la vessie, de l'utérus ou du rectum. Ce sont des choses qui peuvent vraiment arriver après un deuxième, un troisième bébé. Très vite ou ça va commencer à s'installer dans le temps. Oui. C'est aussi important pour la vie intime. C'est vraiment important en fait qu'elle prenne aussi soin d'elle. Cette maman, quand elle vient en kiné, c'est un moment pour elle. Voilà, donc ça c'est important aussi. On discute à côté dans ces séances et ça lui fait du bien. Elle se décharge aussi, comme elle a dit Myriam tout à l'heure. Voilà, être avec un professionnel de santé, ça fait du bien de pouvoir un petit peu discuter de choses qu'on n'oserait pas discuter avec l'entourage. On vous parle aussi de ces soucis d'allaitement, de ces soucis, on va dire. Oui, bien sûr, oui, non, complètement. Même si on n'est pas dans le domaine, le fait de juste écouter, ça leur fait du bien. Il y avait une maman carrément où l'allaitement ça n'allait pas, où je la voyais tout le temps pleurer aussi pendant la kiné. Franchement, les rééducations du périnée se transforment en séance de psy. Bon, je ne suis pas psychologue, mais voilà, j'écoute ce qu'elle a à dire.
Et franchement, devant ces mamans, bien sûr, comme elle a dit Myriam, l'allaitement, c'est la norme biologique. Mais si vraiment ça ne va pas, je leur dis toujours, je préfère que vous donnez un biberon avec beaucoup d'amour que le sein avec beaucoup de dégoût et de tristesse. Voilà. Exactement. Le bébé ressent cette tristesse de la maman? Oui. Il la ressent quand même. Bien sûr, et souvent ça nous donne des bébés qui sont un peu, qu'on a du mal à calmer, qui sont très, on sent un peu ce stress et très 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 souvent, on le voit souvent en atelier, une maman qui essaie vraiment de le calmer et ce bébé ne se calme pas. Si moi je prends cet enfant, il va se calmer tout de suite. Parce que elle me dit mais je comprends pas pourquoi avec toi. Je lui dis mais il faut des fois passer cet enfant au papa, à la mamie ou à quelqu'un d'autre parce que tu es tellement stressé que y a cette relation déjà qui est très, très fusionnelle avec le bébé. Il ressent tout, ce sont comme des éponges. Et du coup, ce bébé devient lui-même stressé et il se calme à la seconde où il va dans les bras d'une autre personne. En tout cas, le vôtre est très calme. Oui. Hein. Il a passé avec nous l'heure sur le plateau. Il est impeccable. Impeccable. Exactement. Alors, on clôture peut-être sur un peu de sport. D'accord. Ça serait bien. On est sur les dernières minutes de l'échange. Le sport, on a survolé ça tout à l'heure. Donc, dire aux mamans de prendre leur temps. Une activité en plein air, oui, mais prendre son temps, ça aussi, c'est très important. Voilà, c'est très important. Moi, j'ai des fois des mamans qui veulent très vite retrouver la ligne, très vite reprendre leur sport. Durant ces 40 premiers jours après l'accouchement, elles font déjà des régimes draconiens. Elles veulent déjà commencer à courir alors qu'elles sont super fragiles. Ça, c'est un très mauvais schéma. Ce qu'on devrait faire, c'est d'abord cette rééducation du périnée. Que ce soit 6 semaines, si vous êtes bien organisé, que vous êtes bien, pas de problème, ou 3 mois après. Ensuite, une activité sportive douce qui ne donne pas d'à-coups, parce que ce périnée a été fraîchement rééduqué, donc on va attendre encore un petit peu. Et puis par la suite, on peut commencer avec une activité un peu plus intense, que ce soit de la Zumba, que ce soit la course à pied ou du crossfit. Voilà, on va aller vraiment dans la progressivité. Exactement. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur des schémas. Eh bien, super. Dernier mot, Myriam. Cette histoire de postpartum, est-ce qu'elle peut être... on va dire plus difficilement vécu après un premier accouchement, parce que c'est l'inconnu total, ou ça peut être une expérience bien vécue pour un premier accouchement, deuxième accouchement, mais éventuellement un troisième un peu plus difficile? Honnêtement, il n'y a pas de règle. Oui. Ça peut être pour un premier accouchement, puisque justement tout est nouveau. Et alors, on a souvent entendu les histoires de l'entourage, des copines, des cousines, etc. Donc, on s'imagine un petit peu un monde parfait, et puis on se rend compte qu'on est loin de la perfection. Ou alors, justement, pour un deuxième et troisième enfant, pour d'autres raisons, puisqu'on a un premier enfant, et on a envie de garder ce même rythme de croisière qu'on avait avec ce premier enfant. Forcément, ce n'est pas le cas, puisque maintenant, il y a 2 enfants, il faut partager son temps entre les 2. Et quand elle n'arrive pas justement à s'occuper du premier comme elle le faisait avant, c'est encore une fois cette pression qui s'installe et qui se dit peut-être je n'aurais pas dû faire un deuxième enfant, je ne suis pas prête, je suis incapable de m'occuper de mes 2 enfants, etc. Donc vraiment aucun schéma classique. En tout cas, j'espère qu'on a apporté beaucoup d'éléments de réponse et de soulagement pour les jeunes mamans qui nous regardent. C'est pas fini, cette discussion sur le postpartum. Il faut aussi parler de contraception. Et ça, c'est tout de suite sur le plateau avec vous, Dr Houda Fasla. Vous allez nous rejoindre dans quelques instants. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Houda Fasla donc, arrive dans un moment. Shaima Eslama, merci. Vous êtes kiné. Et Myriam Hadioui, spécialiste de l'allaitement. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Allez, place à présent à la contraception. Nous revenons à vous, Dr Houda Fasla. Tout va bien? Très bien. Depuis tout à l'heure? Parfaitement bien. Super. Alors, c'est un point justement que vous discutez pendant la première consultation après l'accouchement, si j'ai bien compris à travers le reportage. Tout à fait. C'est ça? Ouais. Ben, la contraception, on a déjà parlé. Normalement, vers la fin de la grossesse, on en a déjà parlé. À la sortie de la structure hospitalière ou de santé, on en a déjà aussi parlé. Mais c'est le moment pour donc 6 à 8 semaines de voir déjà si cette contraception pour laquelle on a commencé, est-ce qu'elle se passe correctement, et puis voir éventuellement vers quelle contraception on va se diriger par la suite. D'accord. Donc en fait, juste après l'accouchement, une première contraception est mise en place?
La première contraception qu'on met en place est une contraception microprogestative qu'on débute 21 jours après l'accouchement. Or, voilà. Microprogestative, c'est-à-dire pilule. C'est une pilule microprogestative qu'on instaure, donc qui permet d'aller à l'allaitement, qu'on allait ou pas d'ailleurs. On l'instaure tout de suite après 21 jours du postpartum. Maintenant, si la patiente ne vient justement qu'au bout de 6 semaines, ben, justement entre 21 jours et la 6e semaine, une ovulation peut avoir lieu et on peut très facilement tomber enceinte sans le vouloir. D'accord, mais à ce moment-là, à 21 jours après l'accouchement, la vie intime ne peut pas reprendre à ce moment-là. Alors théoriquement, la vie intime, elle peut débuter une fois qu'on n'a plus de logis, donc les saignements qui arrivent, qu'on a après l'accouchement. Une fois que la cicatrisation d'une éventuelle déchirure ou d'une épisio est cicatrisée, bien sûr, si le désir est là aussi, hein, ça c'est pas toujours facile. Bien sûr. Mais oui, on retrouve en général, les couples reprennent en général au bout de 4 semaines. Donc tout est possible malheureusement, il y a beaucoup de grossesses non désirées qui arrivent comme ça. Exactement. Donc une ovulation très tôt après... Malgré un allaitement, donc message clé, fort, qu'on l'entende bien, l'allaitement ne prévient pas toujours de l'ovulation. L'allaitement n'est pas une contraception. N'est pas une contraception. C'est vrai que c'est une méthode qui existe, c'est la méthode maman, hein, mais il y a beaucoup de contraintes. C'est un nombre de tétées, une durée particulière, des tétées qui ne doivent pas être plus de 3 heures, espacées de plus de 3 heures, c'est une aménorrhée constante. Et malgré ça, malgré toutes ces contraintes, elle n'est pas fiable, autant qu'une contraception donc, de type pilule. Ok, mais ces mamans qui veulent allaiter peuvent prendre un contraceptif ? Elles peuvent prendre un contraceptif de type microprogestatif et elles vont le garder jusqu'à 6 mois. Tant qu'elle allait. Tant qu'elle allait, très bien. Alors, pour le stérilet, est-ce qu'on peut le poser juste après un accouchement ? Alors, aux États-Unis, par exemple, ils le posent dans les 48 heures. D'accord. Après 48 heures, on ne peut plus le poser. Ça, c'est aux États-Unis. Ce n'est pas de pratique en France, ni au Maroc d'ailleurs. Le stérilet, on va le poser au bout d'un mois. Le temps que l'utérus revienne à une taille normale. Donc, on évalue justement cet utérus en consultation du postpartum pour voir s'il n'y a pas de contre-indication à cette pose. Et donc, à partir de là, qu'on peut indiquer un stérilet qui soit type classique au cuivre ou peut-être hormonal. D'accord. Alors, on revient sur les types pour la pilule et ensuite pour le stérilet aussi. On en est où aujourd'hui avec les pilules contraceptives ? Alors, je vais essayer de faire simple parce que c'est un sujet qui est un peu complexe. Déjà, quand on va lire, quand les dames vont aller chercher un peu sur Internet ou autre, elles vont voir microprogestatif, microdosé, mini-dosé, séquentiel, combiné. Elles vont se perdre dans tout ça. Bon, déjà, il faut se dire qu'il n'y a pas une bonne contraception pour tous et il n'y a pas une bonne contraception à vie. D'accord. Voilà, c'est des choses qui évoluent beaucoup et elle est là. La contraception, on a divers moyens et elle est là pour répondre à un besoin particulier à une période donnée. D'accord. Donc, pour faire simple en termes de pilules, on a les œstroprogestatives et la pilule progestative. Donc, l'une, il n'y a que de la progestérone dedans. Dans l'œstroprogestative, il y a de l'œstrogène et de la progestérone. La différence, pour ceux qui ne sont pas médecins c'est juste 2 hormones au lieu d'une. La différence essentielle, c'est surtout au niveau de la prise. Les microprogestatifs, c'est des pilules qu'on va prendre pendant 28 jours, donc en continu, sans les arrêter. On se retrouve avec donc, une absence de règles, très souvent. Et le mauvais côté de cette pilule-là, c'est que malheureusement, on peut se retrouver avec des spottings, ces petits saignements qui ne sont pas des règles. Parfois noirâtres, parfois rougeâtres, qui peuvent nous gêner pendant le mois, mais qui ne sont pas des règles. Par contre, l'œstroprogestative, la plus fréquente, ce sont des pilules qu'on va prendre pendant 21 jours et qu'on va arrêter pendant 7 jours avant de reprendre une nouvelle plaquette. Et c'est souvent pendant ces 7 jours-là qu'on a nos menstruations. Ok. Alors, vous avez souvent des patientes qui vont reprendre leur contraception prise avant d'être tombées enceintes d'elles-mêmes. C'est presque de l'automédication. Est-ce que c'est mauvais selon vous ? C'est une très mauvaise chose. Déjà, d'une part, vous savez, quand on est enceinte, tout change. Même notre sang et notre coagulation. Et une femme enceinte a un gros risque de thrombose, donc de caillots dans le sang. Et on doit attendre en fait que ce sang revienne à un état normal.
Deuxième chose, il faut avoir un peu l'historique de cette grossesse. Peut-être qu'elle a fait un diabète, peut-être qu'elle a fait une hypertension, peut-être qu'elle a fait une thrombose pendant cette grossesse. Et par exemple, ces 3 facteurs-là peuvent changer le type de contraception qu'on peut lui prescrire. D'accord. Deuxième chose essentielle, c'est qu'on ne commence pas une pilule œstroprogestative qu'à partir de 6 mois après le postpartum. Justement, donc le temps que le sang se fluidifie correctement comme avant. Et on ne prend pas la pilule du voisin, de la cousine. Il faut vraiment faire une consultation adaptée pour ça. Chaque personne a des facteurs de risque particuliers en fonction de son poids, en fonction si elle est tabagique ou pas, en fonction de son âge, parce que celle qu'on prenait quand on avait 25 n'est peut-être pas celle qu'on va prendre quand on a 35. Pour quelle raison, justement? Déjà, l'âge, par exemple, si c'est une patiente qui est tabagique, peut-être qu'elle a augmenté sa consommation de tabac, elle était peut-être jeune, elle prenait uniquement peut-être 3 ou 4 cigarettes par jour, on pouvait encore admettre une œstroprogestative, bien sûr sous surveillance, parce que toute pilule doit être contrôlée au bout de 3 mois. On peut avoir des bilans biologiques, etc. Par contre, une fois qu'elle en aura 35, peut-être qu'elle a aussi augmenté sa consommation, là, le tabac devient une contre-indication absolue. Absolument. Ouais. Ça, c'est pour les pilules. Alors, le stérilet, on a le stérilet classique en cuivre, oui. Et qui est souvent pointé du doigt pour des saignements abondants, et l'hormonal. Et actuellement, il y a une petite polémique autour du stérilet hormonal. Alors, le stérilet, c'est un moyen de contraception qui est formidable. Il est extrêmement sûr. Il y en a donc, comme vous l'avez dit, 2 types. Le stérilet au cuivre et l'hormonal. Il n'y a pas de bon ou mauvais stérilet, c'est juste une histoire d'indication. Il y a des femmes pour lesquelles on peut mettre un stérilet hormonal et d'autres pour lesquelles on ne peut pas. Donc, justement, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Chaque cas est à part. Donc, on ne peut pas se comparer par rapport à une autre personne, par rapport au stérilet hormonal. Donc, le principe déjà du stérilet, qu'est-ce que c'est qu'on place un petit corps étranger qui a la forme d'un T dans notre cavité utérine, ça se fait de façon tout à fait stérile et c'est facile à poser. Quand c'est un stérilet au cuivre, il entraîne donc une réaction inflammatoire au niveau de la couche interne de l'utérus qu'on appelle l'endomètre, et en fait qui va rendre cet écosystème de cette cavité impropre à la réception d'un éventuel ovule. En plus d'une action sur les spermatozoïdes. Donc ça, c'est le stérilet au cuivre. Le stérilet hormonal, il a les mêmes principes, sauf qu'il y a une sécrétion continue d'un progestatif tout le long tout le long du cycle et pendant 5 ans. C'est exactement le même progestatif que celui qu'on prenait quand on allaitait. D'accord. Voilà. Alors, avec ce stérilet-là, on va se retrouver, donc, à la place d'avoir des cycles réguliers comme d'habitude, avec des saignements en fin de cycle, on peut se retrouver avec donc, une aménorrhée, donc diminution des règles, puis même disparition. Et le problème aussi, comme pour la pilule qu'on prenait pendant l'allaitement, des spotting de temps en temps. Et ça peut être un effet indésirable. Les autres effets indésirables de tout ce qui est hormonal, donc stérilet ou pilule, vous avez des femmes qui vont se plaindre de sauts d'humeur, de migraines, de prise de poids. Est-ce que c'est vérifié ou pas? Donc, les effets indésirables des hormones sont divers. On peut avoir donc, des problèmes de peau à type d'acné, on peut avoir de l'irritabilité, une baisse de la libido, des migraines. Donc, tout ça, c'est vérifié en fait. C'est vérifié, mais ça ne veut pas dire qu'on va toutes avoir ça. On a fait des femmes qui sont à différents profils. On a des femmes qui vont plutôt qui vont avoir plus des saignements abondants pendant les règles et des douleurs au niveau des seins en prémenstruel et qui n'ont pas de problème d'acné. Ça, c'est des profils un peu oestrogéniques. Et il y en a d'autres femmes qui ont plus un profil progestatif, donc qui ont tendance à faire de l'acné, qui n'ont pas de douleur de règles ni quoi que ce soit. Et donc, pour chacune d'elles, on va proposer une pilule qui est différente. L'avantage avec la pilule, malgré tout, c'est que ça nous permet d'avoir des cycles réguliers, des règles moins abondantes, diminuer aussi la douleur de ces règles-là. Donc, il y a aussi beaucoup d'avantages. La seule condition est qu'elle doit être prise correctement. Elle doit être adaptée donc, en fonction de nos antécédents et de notre contexte clinique actuel. Alors, par rapport à nos antécédents, justement, et par rapport au bon choix de la pilule ou du stérilet, c'est bien sûr un bilan qu'il faut réaliser avant? Alors, il y a un bilan à réaliser. De toute façon, au bout de 3 mois, on va refaire le point.
pour voir si on n'a pas une augmentation du cholestérol, si ça n'a pas touché notre glycémie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des contre-indications strictes. Les contre-indications sont en rapport avec le risque thromboembolique. On a très peur des thromboses dans les veines, encore plus, qui peut entraîner une embolie pulmonaire, et donc ça c'est extrêmement grave, ou une thrombose artérielle, donc avec des accidents vasculaires cérébraux. C'est notre hantise. Donc si on a des antécédents où on est à risque à faire des thromboses, on n'a pas le droit de prendre la pilule. Donc comme tout à l'heure ce que je disais, le tabac, ça reste une contre-indication. Si on a un diabète qui est déséquilibré, si on a une hypertension, certaines femmes qui ont des migraines très fortes, avec, vous savez, des migraines qui viennent avec des troubles visuels, celles-ci, on évitera la pilule pour elles aussi. Les personnes qui ont des pathologies de type hépatique, donc c'est le foie qui est un petit peu paresseux, on va dire. Donc, on ne va pas lui rajouter un travail supplémentaire pour celle-ci, ou bien des maladies auto-immunes de type lupus. Tout le gros des contre-indications est en rapport avec le risque de thrombose. Ok. Merci beaucoup, docteur Houda Fasla, pour toutes ces explications, ce décryptage. Je pense qu'on a bien fait le tour après une émission sur l'après-accouchement, le postpartum. Ça passe bien sûr par l'émotionnel, l'allaitement, la contraception, le retour des couches, la reprise de l'activité physique. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Également. Merci beaucoup. Merci à très vite sur Médien TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Merci. Au revoir.